Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre accueil. Donc, je voulais vous présenter les résultats de l'enquête EHPA 2023, enquête qui a été collectée en 2024 sur la situation de décembre 2023. Je voudrais en profiter pour vous remercier tous d'avoir particulièrement bien joué le jeu ce millésime pour le remplissage de l'enquête, car nous finissons avec 85% de réponses. C'était un résultat qui n'avait encore jamais été atteint, donc grand merci à vous. Je sais que répondre à nos enquêtes, c'est long, c'est coûteux, vous avez vraiment beaucoup de travail, mais tous les 4 ans, ça nous permet d'avoir un panorama de l'activité des établissements, des personnels et des résidents. Alors, le premier résultat va porter sur la dynamique de création de places. Depuis 1996, on observe une forte hausse du nombre de places installées, tout établissement confondu, avec plus 17%. Par contre, depuis 2015, on a une stagnation du nombre de places. Au total, en décembre 2023, on dénombre 610 000 places en EHPAD, 112 000 en résidence autonomie. Concernant les résidences autonomie, on observe une baisse des places installées et entre 2019 et 2023, on a perdu 2000 places. Au total, depuis 1996, les résidences autonomie ont perdu 28% de leurs places. Si on zoome sur les évolutions récentes des EHPAD, on voit des évolutions lentes, avec une hausse de la part du privé commercial au détriment du public. En 2023, on dénombrait 293 000 places dans les EHPAD publics, qui restent encore les plus grands pourvoyeurs de places. Les EHPAD commerciaux représentent 23% de l'offre disponible, contre 22% il y a 10 ans. Passons aux taux d'occupation qui, comme vous le savez, ont diminué ces dernières années. Ici, les taux d'occupation, ça va être le rapport entre le nombre de personnes accompagnées et le nombre de places installées à un moment donné, ici au décembre 2023, décembre 2019 et décembre 2015, pour comparer les évolutions. Le décrochage est net depuis la crise sanitaire et les chocs médiatiques, et toutes les catégories sont concernées. On a entre 3 et 4 points de moins en EHPAD pour aboutir en décembre 2023 à 94% de taux d'occupation. Les taux d'occupation restent plus faibles dans les EHPAD commerciaux, autour de 90% de taux d'occupation. La diminution des taux d'occupation dans les résidences autonomie, elle, est plus ancienne. On voit déjà qu'il y avait une forte baisse entre 2015 et 2019. En décembre 2023, on arrive à 84% de taux d'occupation dans les résidences autonomie. Concernant les niveaux de perte d'autonomie des résidents, on observe une diminution très nette des résidents qui seraient classés en GIR 5 ou 6, c'est-à-dire avec une légère perte d'autonomie ou sans perte d'autonomie. On est passé à 12% des résidents en 2011 à 6% en 2022. Cette baisse se fait en faveur des résidents qui sont GIRés en GIR 3 et 4 en perte d'autonomie moyenne. En 2011, on était à 34% des résidents et en 2022, on est à 39% des résidents. La part des résidents en forte perte d'autonomie, GIR 1, GIR 2, elle, est stable depuis 10 ans, autour de 55% des résidents. On va s'intéresser à la répartition des places. Globalement, il y a très peu de petits établissements ou très gros établissements. Les 2/3 des établissements ont entre 40 et 100 places. Si on regarde ce qui se passe sur les gros établissements, on observe que 28% des EHPAD publics ont plus de 100 places, alors que ce n'est le cas que de 13% des EHPAD privés, qu'ils soient lucratifs ou non lucratifs. Il reste toutefois encore de très gros établissements. 4% des EHPAD publics ont plus de 200 places, qui représentent quand même 140 établissements. Les résidences autonomie et les USLD sont plus nombreuses à être de petits établissements. Ainsi, la moitié des USLD ont moins de 40 places. Donc l'enquête permet de décrire le fonctionnement des établissements. Par exemple, on peut suivre l'évolution des pôles ou des unités entre les enquêtes. Par exemple, entre 2019 et 2023, on voit une hausse du nombre des unités spécifiques pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, quelle que soit la catégorie de structure. Désormais, la moitié des structures en ont une. À l'inverse,
En ce qui concerne les unités dédiées à l'accueil des personnes handicapées, ça stagne, quelles que soient les catégories d'établissements, autour de 4%. Une autre thématique étudiée, rajoutée dans les derniers millésimes, c'est la télémédecine. Aujourd'hui, un tiers des établissements y ont recours, surtout pour les téléconsultations. Ce sont les EHPAD commerciaux et les EHPAD publics non hospitaliers qui font le plus souvent appel. De même pour la téléexpertise, même si on voit qu'il y a moins d'écart entre les catégories d'établissements pour ce recours à la télémédecine. Maintenant, on va plutôt se regarder ce qui se passe du côté personnel, en regardant tout d'abord l'indicateur qu'est le taux d'encadrement. En 20 ans, les taux d'encadrement ont fortement augmenté dans les EHPAD, même quand on compare par rapport aux anciennes maisons de retraite. On note une légère baisse pour les USLD et les résidences autonomie depuis 10 ans. Si on regarde l'évolution récente, entre 2019 et 2023, le taux d'encadrement est passé de 57,4 pour 100 places à 50,8, toutes structures confondues. Donc c'est quand même une hausse importante. Cela représente 7600 ETP de plus. En EHPAD, on est passé de 64 ETP pour 100 places à 66 ETP pour 100 places installées. Donc là encore, une augmentation. Ces augmentations, elles sont réparties sur l'ensemble des catégories de personnel. On ne peut pas dire qu'il y a une catégorie qui a vraiment plus augmenté que les autres. Donc c'est réparti entre les personnels paramédicaux, soignants, les agents de service, les personnels de direction de gestion, les personnels sociaux ou d'animation. L'enquête, elle va permettre de connaître l'âge et le sexe des personnels. Fin 2023, on observait que 5% des personnels ont 60 ans ou plus, mais c'est 41% des personnels médicaux qui ont déjà plus de 60 ans en 2023. Le ratio entre les hommes et les femmes, lui, est extrêmement stable dans le temps, depuis 15 ans, avec 87% de femmes. L'enquête permet aussi de comparer une activité exercée et les diplômes des personnes qui y travaillent. Ainsi, en 2023, 88% des personnes qui effectuent les tâches d'aide-soignant ont un diplôme d'aide-soignant. C'est 4 points de plus qu'en 2019. Il y a encore une forte différence qu'on peut observer selon le statut des EHPAD, avec 10 points d'écart entre les EHPAD publics, qui ont 91% d'aides-soignantes avec le diplôme d'aide-soignant, et les EHPAD commerciaux, qui, eux, ont 81% d'aides-soignantes avec le diplôme d'aide-soignant. On peut aussi, par exemple, connaître les diplômes des directeurs. On a un tiers des directeurs qui font partie du corps des directeurs d'hôpitaux ou qui ont le diplôme D3S ou D2MS. 22% ont un certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou service d'intervention sociale. On pose également des questions sur l'ancienneté des personnels. Ici, on va regarder les proportions de personnel qui sont là dans les établissements depuis moins d'1 an. C'est un personnel sur 5. Et la proportion est en baisse depuis 2015, où c'était un personnel sur 4 qui était présent depuis moins d'1 an. Les EHPAD commerciaux ont plus fréquemment des personnels présents depuis moins d'1 an. En décembre 2023, on avait 29% des effectifs qui étaient présents dans l'établissement depuis moins d'1 an. Et là encore, on ne va pas noter beaucoup d'écart entre les catégories de personnel. On note que les agents de service sont un peu plus souvent présents depuis moins d'1 an, mais sans que ce soit non plus un écart trop important avec le reste. Par contre, ce qui a fortement augmenté, c'est le recours à l'intérim. En 10 ans, la moitié des EHPAD maintenant y ont recours, alors que c'était le tiers en 2015. Désormais, les EHPAD publics et les EHPAD commerciaux y ont autant recours à l'intérim. Mais ce sont les EHPAD privés non lucratifs qui y recourent le plus, 2 tiers d'entre eux en ont besoin. Lorsqu'il y a recours à l'intérim, c'est surtout pour les postes d'infirmières et les postes d'aide-soignants. Passons aux difficultés de recrutement. L'indicateur a vraiment explosé entre 2019 et 2023, alors qu'il était déjà extrêmement haut en 2019. 8 EHPAD sur 10 déclarent avoir des difficultés de recrutement, alors que c'était déjà 6 sur 10 en 2019. Ça varie entre les statuts des établissements. On a 84% des EHPAD privés non lucratifs qui ont déclaré avoir des difficultés de recrutement, et c'était 74% pour les EHPAD publics.
Quand on regarde les résidences autonomie, ce n'est pas du tout le même ratio. Seulement un quart des résidences autonomie déclarent avoir des difficultés de recrutement. On a aussi demandé aux établissements quels étaient l'impact de ces difficultés de recrutement pour leur activité. À 79%, ils nous ont répondu que ça donnait une baisse de qualité de vie au travail, à 64%, une baisse de la qualité de service. Mais seulement 15% ont déclaré que ces difficultés de recrutement s'étaient traduites par une baisse de la capacité à accompagner des personnes au sein de leur établissement. Alors, tous les résultats que je vous ai présentés là sont disponibles sur le site de l'adresse sous forme de tableaux détaillés. Et dans les prochaines semaines, on publiera également des études rédigées sur l'activité des établissements, sur les personnels et sur les résidents. Alors, passons à la deuxième partie, la partie prospective. Donc là, je vais vous présenter des travaux qui sont en cours d'actualisation avec l'INSEE. Donc, ces travaux seront publiés fin octobre normalement. Là, j'ai pris les anciens chiffres que j'ai actualisés. Donc, en fait, on est très proche de ce qui sera publié. Mais les nouveaux chiffres, en fait, iront ça sera des projections jusqu'à 2070. Aujourd'hui, je m'ai arrêtée jusqu'à 2050. Donc, ces projections, elles se font aussi par âge, par sexe, par département et par niveau de perte d'autonomie. Alors, deux mécanismes vont jouer sur les projections de personnes en perte d'autonomie en sens inverse, la démographie et la prévalence des difficultés. La démographie, je ne vous apprends rien, on en a déjà parlé ce matin. On sait que les baby-boomers atteindront l'âge de 85 ans à partir de 2030. On aura ainsi une hausse de 50% des personnes de 85 ans en plus entre 2040 et 2030. Mais dans le même temps, on observe dans les différentes enquêtes qu'on fait dans l'adresse, auprès des données administratives sur la perte d'autonomie, qu'il y a une forte diminution de la prévalence de la perte d'autonomie à âge donné, surtout la perte d'autonomie modérée. Par exemple, en 2015, si la population avait la structure de la population de 2022, on avait 20% des personnes de 75 ans et plus qui manifestaient une perte d'autonomie. Dans les enquêtes de 2022, on est passé seulement à 15% de prévalence. Quand on prend en compte, en plus, ce qui se passe en établissement, ça va nous permettre de calculer l'espérance de vie à 60 ans sans perte d'autonomie. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'entre 2015 et 2022, cette espérance de vie sans perte d'autonomie, elle a augmenté, alors même que l'espérance de vie totale, elle stagnait. Ainsi, les femmes ont gagné 0,8 ans d'espérance de vie sans perte d'autonomie et les hommes 0,5 ans. Et cette amélioration, elle est quand même très importante, elle a beaucoup de conséquences sur nos calculs, parce que dans les prévisions précédentes, on était moins optimiste. On considérait, entre guillemets, que l'allongement de l'espérance de vie, elle se faisait aussi avec une perte d'autonomie qui augmentait. Or, là, tous nos indicateurs montrent que c'est l'inverse. C'est pour ça qu'on est en train de revoir toutes nos prévisions pour prendre en compte cet aspect qui est très important. Passons aux résultats. Donc, comme on aime rester prudent, on est parti d'une hypothèse centrale où chaque année gagnée d'espérance de vie, c'était du temps gagné sans perte d'autonomie, mais qu'on n'avait pas en plus une amélioration. Dans ce cas-là, c'est la courbe bleue qui est pleine ici. On s'aperçoit qu'entre 2025 et 2040, on estime que 500 000 personnes supplémentaires seraient en perte d'autonomie. Et vous voyez que le pic d'augmentation, c'est entre 2030 et 2035. Ensuite, il y a un ralentissement et une quasi-stagnation à partir de 2045. L'augmentation des personnes en forte perte d'autonomie, qu'on pourrait estimer être en GIR 1 ou GIR 2, qui est la courbe rouge, elle serait de 200 000 personnes jusqu'en 2040, et ensuite 50 000 encore entre 2040 et 2050. Donc sur cette grande perte d'autonomie, le pic de croissance, c'est vraiment entre 2030 et 2040. On a quand même voulu regarder la sensibilité des résultats avec nos hypothèses sur l'évolution de l'espérance de vie sans perte d'autonomie. Ça va être les courbes bleues en pointillés. Donc si on prend la courbe bleue en pointillé mais en trait, celle qui est en dessous de la courbe bleue, c'est la courbe qu'on a jugée d'optimiste, mais en fait qui correspond aux tendances qu'on a observées ces dernières années.
On a bien sûr, du fait de cette hypothèse plus optimiste, un nombre inférieur de personnes en perte d'autonomie à horizon 2040, puisqu'on passe de 500 000 personnes à 400 000 personnes dans ces projections-là. Si on reste sur les schémas passés, de dire que finalement la perte d'autonomie grappille l'espérance de vie au fur et à mesure, c'est la courbe qui est en pointillé et qui monte de façon continue. Sous cette hypothèse-là, on voit bien que la démographie n'est plus du tout la même. On a déjà 750 000 personnes en perte d'autonomie à horizon 2040 et ça serait plus d'1 million de personnes à horizon 2050. Voilà, mais comme je vous dis, ça c'était les hypothèses qu'on avait il y a quelques années, mais maintenant, tous les indicateurs plus récents montrent que ce n'est plus du tout le scénario envisagé. Alors, le constat national, c'est bien, mais il faut pouvoir se projeter localement pour savoir où sont les besoins, où les territoires vont être tendus. C'est pour ça qu'on fait aussi des projections au niveau départemental, en prenant en compte les migrations qu'on observe par exemple à l'âge de la retraite, et on prend en compte l'état de santé de la population à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans, pour faire ces simulations au niveau départemental. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que les DOM, le pourtour atlantique, les Alpes, la Corse, auront une évolution globalement très forte du nombre de personnes en perte d'autonomie à horizon 2050, supérieure à 35%. À l'inverse, d'autres territoires, comme le nord de la France, le centre ou une partie de la Côte d'Azur, auront une dynamique beaucoup plus faible. Maintenant, on va regarder comment ces hausses de personnes en perte d'autonomie pourraient se répartir en termes de nombre de places entre le domicile, les EHPAD et les résidences autonomie. Donc, pour ce faire, on fait une simulation où on reste à préférence identique, c'est-à-dire qu'à même âge, à même niveau de perte d'autonomie, il y a la même proportion de personnes qui restent à domicile, qui rentrent en EHPAD ou qui rentrent en résidence autonomie. Quand on fait ces simulations-là, on s'aperçoit que ce serait 270 000 places qui seraient nécessaires d'ici 2050 en EHPAD. C'est la courbe rouge sur le schéma. Et c'est 50 000 places qui seraient nécessaires en résidence autonomie, la courbe verte. Si on reste sur la tendance actuelle, où il y a stagnation du nombre de places en EHPAD, mais on fait l'hypothèse qu'il faut quand même que des établissements puissent prendre les personnes en charge et que du coup, ce sont les résidences autonomie qui prennent le relais, ben dans ce cas-là, ça serait quand même 320 000 places en résidence autonomie qu'il faudrait créer d'ici 2050. Je voudrais conclure par une étude qui sort aujourd'hui à l'adresse, qui est une étude à partir du baromètre d'opinion, parce qu'elle rejoint les enjeux, ce que je vous disais, sur les préférences des personnes. Là, on raisonne à préférence inchangée. 3/4 des Français n'envisagent pas de vivre en établissement. Alors qu'il y a 20 ans, quand on leur posait la même question, ce n'était que la moitié des Français qui ne s'imaginaient pas vivre en établissement. Ce sont surtout les plus jeunes qui ne se projettent pas de vivre dans un établissement en cas de perte d'autonomie, mais en fait, la hausse, elle s'observe pour toutes les classes d'âge. On leur a aussi demandé, lorsqu'ils se mettent dans leur rôle d'aidant, comment ils souhaitaient que leurs proches soient pris en charge si leur proche devient en perte d'autonomie. Un Français sur 5 a répondu seulement qu'il envisageait de mettre un parent dans un établissement. 44% déclarent qu'elle ferait plutôt en sorte de s'occuper de lui à son domicile. Et notons quand même qu'une personne sur 5 déclare être prêt à accueillir son proche en perte d'autonomie chez lui. Voilà, donc l'étude, elle est toute récente de ce matin. Voilà mon mail et je vous remercie de votre attention.